la naissance de ce mouvement, elle est très ancienne en moi, puisque c'est quelque chose qui a commencé à grandir, je dirais, véritablement en 2006. En fait, j'ai eu un premier déclic en 2006. À l'époque, je voulais être productrice de cinéma. Et en 2006, j'ai rencontré deux entrepreneurs sociaux, Christian de Boisredon, qui a fondé Reporters d'Espoir, et Nicolas Jourdier, qui m'ont proposé de faire un film sur la vie du professeur Younous. Alors à l'époque, il était peu connu, le professeur Younous. C'était un Bangladais qui avait inventé le microcrédit pour sortir des millions de personnes de la pauvreté. Et quelques semaines après, il a eu le prix Nobel de la paix. Et en fait, à l'époque, moi, je voulais être productrice de cinéma. Et à ce moment-là, je me suis dit, je veux être productrice de cinéma à impact. C'est-à-dire que je veux justement utiliser le pouvoir des récits, le pouvoir d'émotion du cinéma pour proposer des changements aux spectateurs et leur donner aussi des outils très très concrets pour agir. Donc ça a été mon premier déclic en 2006. Ensuite, j'ai eu un déclic écolo en 2008 quand j'ai vu le documentaire produit par Leonardo DiCaprio, La 11e heure, sur la mort des océans. Et là, ça m'a fait un électrochoc et il n'y a plus eu de retour possible en arrière. C'est-à-dire qu'il était impossible pour moi de revenir dans une forme de déni. Et en fait, cette prise de conscience n'a fait que grandir. Je travaillais à l'époque dans le groupe Canal+, où j'essayais de faire bouger les choses en interne, par exemple en faisant acheter le documentaire de Naomi Klein, Capitalisme versus Climat, ou en organisant des conférences autour du collectif Roosevelt, mais c'était pas suffisant pour moi. Et finalement, à un moment, j'ai carrément hésité à tout arrêter côté média. Et à ce moment-là, j'ai rencontré la puissance d'Internet. C'est-à-dire qu'au même moment, le groupe Canal+ se développait sur le digital avec ce qu'on appelle les multi-channel networks, c'est les chaînes YouTube. En réalité, ce sont ce qu'on appelle les YouTubeurs ou les Instagrammeurs. Ce sont ces jeunes qui sont les nouveaux médias pour moi, qui arrivent très facilement à toucher des millions de personnes à un coût bien moindre et dans un temps bien plus bref que ce qu'on peut investir dans le cinéma en termes d'énergie, de temps et d'argent. Et donc là, je me suis dit que Internet était un levier de mobilisation formidable et très complémentaire à celui du cinéma et de la télé. Et donc, en 2017, j'ai commencé à poser sur le papier l'écosystème que j'avais en tête, le projet que j'avais en tête. Et à l'époque, ce que j'avais en tête, c'était vraiment un écosystème pour les créateurs vidéo, vraiment avec en son cœur les créateurs vidéo, pour les coordonner entre eux, en partant du principe que plein parlaient de la même chose, mais de manière différente, à des moments différents et de manière très disparate. Et il y avait un pari de se dire, si on arrive à coordonner tous ces porte-paroles-là, qui ont une force de frappe impressionnante, est-ce qu'on arrivera à démultiplier l'action? C'est-à-dire, si on arrive à les faire parler d'une seule voix, est-ce qu'on arrivera à sortir de la cacophonie pour créer une symphonie et véritablement démultiplier l'impact? Donc, il y avait cet enjeu de coordonner les créateurs vidéo entre eux, à commencer par les créateurs web, mais aussi les créateurs documentaires, séries, cinéma, et puis les coordonner avec les sachants, les experts, les lanceurs d'alerte, les scientifiques, les journalistes, donc ceux qui décryptent le monde et ceux qui trouvent des solutions aux grandes problématiques auxquelles on fait face. Donc les coordonner avec les sachants et puis les coordonner avec les faiseurs sur le terrain. Donc les faiseurs, ce sont les ONG, les entrepreneurs sociaux. Et donc il y avait vraiment une approche de la production avec un avant et un après, et cette volonté de donner des outils aux spectateurs. C'est-à-dire qu'une fois que le spectateur est mu par l'émotion, par l'envie d'agir, eh bien, tout de suite, il faut lui donner des outils très concrets pour agir, et souvent, c'est via un site internet. Donc, moi, ce que j'appelle des call to action archi concrets. Et dans un quatrième temps, essayer de mesurer au maximum cet impact-là. Donc, la mesure d'impact n'est pas évidente. Donc ça, c'était l'idée en 2017. Donc j'ai commencé à aller voir les créateurs web. Je dis créateurs web pour pas dire youtubeurs, parce qu'ils font pas que du YouTube. Voilà. Donc j'ai commencé à aller voir les créateurs web les plus engagés dans les problématiques de climat, de société. Et le 3 juin 2018, j'en ai réuni une quinzaine à la maison. On a parlé de cet écosystème-là et ensemble, on s'est dit, on va créer une première campagne de mobilisation pour tester cette idée de faire ensemble démultiplier réellement l'impact. Donc à l'époque, le 3 juin 2018,
Cette quinzaine de youtubeurs permettait de toucher à peu près 2 millions de personnes euh, en termes de spectateurs cumulés. Oui. Et, euh, et donc, on a réfléchi ensemble à quelle pourrait être cette première campagne. Et en fin d'année, on avait anticipé une fenêtre médiatique entre la sortie du rapport du GIEC en octobre Oui. et la COP23. Et là, il y avait à peu près 6 semaines où on s'était dit, là, on va pouvoir parler de climat, on va pouvoir capter l'attention du public et proposer des choses. Donc, faisons une campagne à ce moment-là. Donc, le 3 juin, ils m'ont dit, bon, bah, Magali, on se revoit dans un mois. Et dans un mois, tu nous dis ce qu'on porte comme action. Donc, à ce moment-là, moi, je me suis retrouvée un peu désemparée parce que tant j'avais cette envie de réunir, mais j'étais pas la sachante. Donc, j'ai commencé une investigation et je suis allée voir les sachants. Et donc, Oui. pour moi, les sachants, c'était les experts du GIEC, les ONG. Oui. Et en allant les voir comme ça, alors que je sortais de nulle part pour eux, enfin, je ne me connaissais pas du tout. Donc, les ONG voyaient quelqu'un de chez Canal+ débarquer, qui avait fait du cinéma, mais qui n'avait pas de légitimité dans ce secteur de l'écologie. Et donc, j'ai commencé une investigation comme j'ai pu, et c'est comme ça que j'ai rencontré Valérie Cabanès et Marie Toussaint, Oui. qui sont les femmes qui ont créé l'association Notre Affaire à tous. Oui. Et c'est elles qui m'ont parlé en premier des droits de la nature, de la notion du crime d'écocide et de cette possibilité également d'attaquer l'État en justice, comme ce qu'avaient fait les Pays-Bas en 2015 et qui a super bien fonctionné. Oui. Et donc, quand je les ai rencontrés, pour moi, ça a été une évidence qu'il y avait un outil à explorer là, très puissant, qui était l'outil juridique. Et je me suis dit, il faut absolument les aider et construire la campagne autour d'elles, quelque part. Et donc ça, c'était au mois de juillet 2018. Et à cette époque-là, les 15 youtubeurs étaient montés à 40. Oui. Puis c'est passé l'été avec la canicule dont on se souvient, la démission de Nicolas Hulot, les mouvements citoyens, les marches dans la rue. Et à l'époque, les 40 youtubeurs sont devenus 60. Et l'opinion publique commence à s'emparer de ce sujet du climat, ce qui nous permet d'aller recruter aussi des youtubeurs moins sensibilisés sur le sujet, enfin, d'aller vraiment ratisser plus large quelque part, parce qu'ils se demandent ce qui se passe. Enfin, c'est assez nouveau pour beaucoup. Il y en a qui viennent tout juste de prendre conscience de la problématique. Et donc, en fait, la première campagne, elle est née comme ça. Elle est née d'un espèce d'effet boule de neige. Et au bout d'un moment, il y a eu un effet seuil qui a été franchi dans cette communauté des créateurs web. Et donc, la première campagne, On est prêt à agir pour le climat, pour mes mots, c'était 30 jours où on proposait aux youtubeurs et à leur communauté d'agir pour le climat, avec chaque jour un défi pour le climat. Le premier jour, c'était aujourd'hui, je nettoie ma boîte mail parce que Internet, c'est l'équivalent du 6e pays en termes d'émissions de gaz à effet de serre au monde. Donc le premier jour, on parle de la pollution numérique. Le deuxième jour, on adopte une gourde et on arrête les bouteilles en plastique. Et ça sur un mois. Et ça sur un mois. D'accord. Donc chaque jour, un défi pendant un mois. Et de manière crescendo, au milieu du défi, on s'adresse aux maires des villes pour leur demander des repas bio, locaux et végétariens. Donc ça, c'est Norman qui portait ce défi-là. Et le dernier défi final, une fois qu'on a montré que nous, citoyens, on était capables d'agir sur un mois, eh bien, on demande à l'État de prendre ses responsabilités. Et donc, le dernier défi, c'était l'affaire du siècle, ce procès contre l'État pour inaction climatique, qui a réuni plus de 2,3 millions de signatures. Et à la fin du défi, il y avait plus de 150 personnalités qui nous soutenaient. En fait, suite à la première campagne, bon, déjà, à la première vidéo qui annonçait la campagne de 30 jours, le gouvernement me convoque en me demandant mais qu'est-ce que c'est que cette campagne, quels vont être les défis. Je leur dis je ne peux pas vous donner la liste des défis. Et ça ne manque pas. Le dernier défi étant l'affaire du siècle, le gouvernement a été assez en colère contre les ONG, enfin voilà. Donc la réaction du gouvernement à ce moment-là, ça a été de sortir une lettre de 3 pages. Donc à l'époque, c'était Monsieur Ayrault qui était Premier ministre. Et dans cette lettre de 3 pages, il explique que le gouvernement fait tout ce qu'il peut, mais que quand le gouvernement essaye de prendre des mesures pour l'écologie, eh bien, ça met les gilets jaunes dans la rue. Et que donc, à ses yeux, il y a deux France qui s'opposent. Il y a d'une part les écolos et d'une part les gilets jaunes. Donc à ce moment-là, on se dit, c'est pas possible de présenter les choses de cette manière, c'est diviser pour mieux régner. Or, les gilets jaunes, en réalité,
c'est la première crise de social écologie et la crise écologique va être crescendo et ce sont les plus pauvres qui vont trinquer les premiers. Ce sont les minorités qui vont être les premières victimes de ce dérèglement climatique. Donc là, on s'est dit, il faut absolument faire front commun. Et quand je dis on, c'est avec Mathilde Dimer qui travaille avec moi sur la première campagne et avec Cyril Dion aussi qui nous avait rejoint pour l'affaire du siècle. Et donc tous les trois, on se dit c'est primordial de créer de la convergence entre les mouvements sociaux et écolos. Oui. Donc avec Cyril et Mathilde, on prépare un sondage en 10 questions sur des questions de démocratie, écologie et sociale qui montrent que quand on propose des choses de bon sens, en fait, il y a une large adhésion auprès de la population. Donc, en résumé, la Convention citoyenne pour le climat, donc après l'affaire du siècle et après le travail de convergence qu'on opère entre les mouvements sociaux, donc les Gilets jaunes et les écolos, cette convergence aboutit au mois de mars et ça permet à Cyril Dion et à Mathilde Dimer et les Gilets citoyens de négocier avec le gouvernement la Convention citoyenne pour le climat. Voilà, donc c'est vraiment la conjonction du mouvement des Gilets jaunes, de l'affaire du siècle et surtout de la convergence qui leur permet de négocier ça. Alors, en fait, le fait de travailler avec des créateurs web qui sont très puissants sur YouTube et très puissants sur Instagram, ça nous permet de toucher principalement des moins de 35 ans. Ça a déclenché quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé par ricochet, c'est que ça a attiré l'attention des médias traditionnels. Donc en fait, le fait de faire une campagne purement digitale a permis de capter les médias traditionnels qui, eux, touchaient des plus adultes. Pareil pour donc les télés, donc là on se retrouvait à toucher des 40, 50, 60 ans. Et il y a un autre phénomène qu'on a constaté, qui est un phénomène de pédagogie inversée, qui est que les jeunes, au sein de leur famille, vont enquiquiner, voire harceler leurs parents sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'ils vont porter ce message et ils vont réussir à convaincre leurs parents et leurs grands-parents. Donc en fait, c'est une porte d'entrée formidable sur ces deux plans-là. D'accord. Et maintenant, sur la mesure d'impact, on est très orienté vers l'action, donc ce qu'on appelle les call to action. Et donc, sur les réseaux sociaux, on propose des liens vers les actions. Et en fait, on peut mesurer le nombre de clics vers ces liens-là. Et après, aux partenaires vers qui on a renvoyé, on leur demande de nous remonter aussi ce qu'ils ont constaté en termes d'impact de leur côté. Alors, ce que j'ai constaté comme changement par rapport à mi-2018, il y en a eu plusieurs. Chez les créateurs web, YouTube et Instagram, le fait de faire cette campagne collective où ils étaient plus d'une centaine, en fait, ça a permis à beaucoup de faire leur coming out. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui étaient écolos, végétariens, qui n'osaient pas le dire. Et ça leur a permis de créer une nouvelle norme, c'est-à-dire de rendre le sujet cool. Donc maintenant, auprès de cette communauté-là, le sujet n'est plus un sujet tabou, c'est devenu un sujet cool. Alors ça, c'était super important pour nous, la manière dont on parlait de l'écologie, et c'était très important pour nous de le faire avec joie et sans culpabiliser. Voilà. Et sans ôter du sérieux à la gravité, mais ça, le fait d'énoncer les chiffres, et on continue à le faire à chaque fois, est anxiogène de base. Donc en fait, dans la manière dont on communique, on délivre les informations et on embraye directement par les actions. Et on essaye de le faire de manière à la fois sérieuse et joyeuse. D'accord. Une des choses qui a été super importante pour nous, c'est de dire qu'effectivement, personne n'est parfait, mais mieux vaut 1 million d'écolos imparfaits plutôt que quelques écolos absolument parfaits. Donc il faut vraiment sortir de cette injonction à la pureté parce que la pureté n'existe pas.